Et on va tout de suite accueillir la première équipe du film qui a été présenté cet après-midi hors compétition. C'est le nouveau film de Stéphane Demoustier, qui avait notamment signé La fille au bracelet. Le film s'appelle Borgo, qui est l'endroit où il se situe. Nous sommes en Corse et nous allons suivre dans ce film une jeune matonne qui vient travailler en Corse et qui est incarnée par Afsia Herzi et qui va dans une prison un peu particulière où elle va nouer des liens avec les prisonniers, avec le milieu corse. Donc voici l'équipe du film qui arrive devant les photographes. Afsia, Stéphane, bonsoir, bonsoir. Moussa Mansali et Louis Rémy, dont c'est le premier long métrage, si je ne m'abuse, et qui vont venir me parler après. C'est un film qui, pour l'instant, n'a pas de date. La fille au bracelet, juste avant, on parlait d'un procès. C'est un magnifique film de procès. Donc, de voir Stéphane Demoustier s'attaquer à la prison et à la Corse, c'était un sujet particulièrement intéressant. Je vais venir vers vous. Merci d'être là ce soir. Merci d'ouvrir ce tapis bleu. Stéphane, ma première question sera pour vous. J'ai envie de dire, après le tribunal, la prison, est-ce que c'est comme ça que ça s'est fait ou est-ce que c'était l'envie de raconter une histoire qui se passait en Corse? Non, mais j'ai été interpellé par un fait divers dont je me suis éloigné, mais qui a agi comme un déclencheur, et notamment par ce personnage de Maton qui, alors qu'il n'était pas forcément prédestiné, a été amené à frayer avec une affaire de règlement de compte qu'il a dépassé. Et je me suis dit que ça faisait un personnage de cinéma intéressant, qu'on pouvait questionner. Donc voilà, c'est comme ça que je suis allé vers ce fait divers. Ça me donnait une porte d'entrée vers la Corse. J'avais effectivement envie de filmer la Corse et de pouvoir y rentrer avec un personnage qui vient du continent et qui débarque là-bas sans connaître les codes, sans connaître la géographie, sans connaître les usages. Ça me permettait, moi, d'y aller avec elle et de créer le film dans son point de vue. Ce personnage est incarné par Afsia, qui est très en forme. Afsia, déjà, quel souvenir toi tu gardes d'Angoulême? Parce que je disais, tu avais eu un prix pour ton long métrage comme cinéaste, mais qu'est-ce que ça te fait de venir ici à chaque fois? C'est la deuxième fois que je viens, donc c'est des beaux souvenirs, souvenirs qui ressurgissent. Non, et la ville est très belle, les gens sont très gentils, très contente. Et ce personnage, donc Divisa, comme on la surnomme, oui. En hommage à la chanson de Julien Clerc. Qu'est-ce qui t'a plu lorsque Stéphane t'a proposé de le faire, d'incarner cette jeune femme qui va peu à peu se faire happer par le milieu corse? Alors déjà, ce qui m'a plu, c'est de travailler avec Stéphane, que j'avais rencontré ici à Angoulême en 2019. Et après, voilà, un magnifique personnage très bien écrit, qui passe par plein d'émotions. Et pour moi, c'était un beau challenge et j'avais envie de me retrouver parmi tous ces hommes dans cette prison et confronté à tout ça. Le mari d'Afsia, incarné par Moussa, qu'est-ce qui vous a plu aussi dans ce personnage? Donc eux, ils viennent vivre en Corse. Et vous êtes en train de vous chercher plus ou moins ou un travail ou une formation, et on sent que c'est compliqué. Pareil, même chose, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de camper ce personnage? Qu'est-ce qui vous a séduit? Déjà, ce qui est intéressant, c'est le rapport justement de ce personnage-là qui, en fait, doit se reconstruire, doit reconstruire son couple et qui arrive dans tout un univers, un écosystème qu'il ne connaît pas. Et le truc, c'est que c'est très difficile pour lui d'avoir ses repères, surtout sachant que le personnage incarné par Afsia est dans ce milieu carcéral que lui ne connaît pas. Exactement. Et elle, par protection, en fait, lui évite de lui en parler. Donc il y a un truc qui se creuse. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que tu sens que les liens, quand même, ils ont des liens très forts. Et on sent que même malgré des fois leurs certaines discordes, on sent que justement c'est ces liens qui sont forts, qui les tiennent. Et c'était très intéressant de jouer ce personnage-là parce que c'était un rôle que j'avais pas forcément fait auparavant. Jusque-là. Et j'ai aimé même la manière dont j'ai été amené au projet. En fait, j'étais justement on va dire, je me suis concentré sur justement les relations de couple que peuvent avoir des êtres humains. Et après, j'ai eu vent du scénario, j'ai lu le scénario qui est extraordinaire, donc j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une personne comme Stéphane Demoustier. Je comprends. Louis, c'est la première fois, moi, que je vous vois à l'écran. Comment vous êtes retrouvé
à incarner ce personnage qui va être celui qui entraîne la Matonne vers le milieu et vers des gros ennuis. Voilà, d'abord je passais le casting pour un autre rôle, et puis au fur et à mesure des essais avec la directrice de casting Julie Allione et Stéphane, le rôle a pu évoluer, j'ai pu amener d'autres choses, et le rôle m'amenait à moi aussi d'autres choses, et voilà, on s'est retrouvés à être d'accord sur le rôle de Saverio. Puis c'était un super challenge pour moi, car voilà, il incarne la jeunesse et ce côté un petit peu ange, et en même temps c'est un personnage très puissant, qui très manipulateur, très vicieux, oui. Et comment garder cette innocence-là avec autant de puissance à côté. C'est ça le challenge pour moi d'incarnation, et c'était beau à pouvoir jouer. Stéphane, ce qui est fort, c'est que quand on parle de la Corse, du milieu, on a tous des a priori, des clichés, et que vous balayez tout ça dès les premiers points. Comment est-ce qu'on arrive, vous n'êtes pas forcément Corse, je ne sais pas si vous avez des attaches, mais à faire justement, de montrer la Corse, peut-être comme on l'a rarement vu au cinéma en tout cas. Mais moi, j'ai essayé de suivre le point de vue du personnage. Moi, j'avais besoin d'une porte d'entrée, j'avais envie de filmer la Corse, c'est un territoire que j'aime bien, mais que je ne connais pas. Et ce qui était idéal avec ce personnage, c'est qu'il arrive en Corse, il ne connaît pas les codes lui échappent, mais il y a une fascination aussi qui s'exerce, il est attiré par cette Corse. Et après, la Corse que j'ai filmée, c'est pas forcément celle des cartes postales, mais je pense que c'est celle qu'explore et que découvre et qu'expérimente le personnage. Donc c'est comme ça que les arbitrages se font. Et c'est pareil pour les personnages. Moi, il y a des voyous, inévitablement, on est dans le milieu puisque on est en prison. Mais ça m'intéressait parfois de déjouer certains attendus, et c'est vrai que, y compris des attendus que j'avais moi. Je pensais initialement, quand j'avais écrit le rôle, que Saverio, le personnage que joue Louis, serait beaucoup plus vieux. J'avais imaginé un personnage beaucoup plus vieux, et c'est vraiment Julie Allione et le processus du casting qui m'a amené à considérer l'éventualité de travailler avec lui, qui est beaucoup plus jeune, et c'est là qu'un casting est hyper plaisant, c'est quand on découvre qu'un acteur augmente un rôle, et avec un personnage, parce que c'est lui, parce qu'il a sa jeunesse, et aussi parce que c'est lui, le rôle prenait une toute autre envergure et une toute autre complexité finalement, et ça ne faisait qu'enrichir la relation avec le personnage que joue Afsia de Maton. Donc voilà. Afsia, qu'est-ce qui a le plus changé quand vous n'êtes que comédienne sur un plateau après toute expérience de réalisatrice? Est-ce que le cerveau est différent? La tranquillité. Hein. Non, franchement, réaliser des films, c'est très difficile. Donc franchement, c'est la tranquillité. Moi, je suis plus metteur en scène. C'est loin de moi, quoi. Quand je fais actrice, non. Je vais pas dire que c'est les vacances parce que c'est du boulot. Mais au moins, je me concentre pas sur 50 trucs à la fois, quoi. C'est le personnage, et après, le reste, ça m'appartient plus. J'évoquais la musique. Pas mal, quand même. Monsieur Philippe Sard, comment... Pourquoi vous faites appel à lui, ça je peux comprendre, mais comment vous avez travaillé avec cet immense compositeur? Ouais, je fais appel à lui parce que déjà on n'entend plus trop de musique de Philippe Sard, mais Philippe Sard était toujours opérationnel, donc j'ai voulu essayer, et comment on a travaillé, finalement. Alors je sais que c'est un petit événement pour lui, pour la première fois de sa vie, il a fait des maquettes, ce qu'il n'avait jamais fait. Moi, j'avais besoin de maquettes pour voir ce qui fonctionnait ou fonctionnait pas, et surtout on n'avait pas les moyens économiques d'enregistrer comme il le faisait par le passé, où il enregistrait énormément, et on piochait dans les enregistrements, mais les enregistrements symphoniques, etc., avec orchestre, etc. On piochait là-dedans et on mettait dans le film. Et là, on ne pouvait pas se le permettre parce qu'on n'avait pas les moyens. Donc il fallait nécessairement faire des maquettes. C'est la première fois que lui en faisait. Donc c'était assez émouvant quand même, avec un monsieur d'un âge respectable, d'expérimenter ça avec lui, et puis d'arriver à ce résultat. Ouais. Merci à tous les quatre, et encore bravo pour ces magnifiques Borgo. Il n'y a pas de date pour l'instant? Non, ce sera en 2024, mais il n'y a pas encore de date. Mais c'est un bonheur, comme à chaque fois, Stéphane. Merci à tous les quatre, et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Et voici, je vois arriver la deuxième équipe de ce soir, qui est l'air de la mère... Non, je vois Yolande, ça me rassure. La fiancée du poète, Yolande Moreau, François Morel, qu'on a beaucoup vu aujourd'hui et pour notre plus grand bonheur sur les écrans. La fiancée du poète, c'est un film qui est compliqué à résumer parce que c'est un film qui en fait est hors du temps, qui ressemble à celle qu'il a fait. Le mot poésie est important.
La fiancée du poète, c'est le nouveau long métrage de Yolande Moreau. C'est son deuxième long métrage en solo. Le premier qu'elle avait fait, elle l'avait fait avec Gilles Porte. Il avait obtenu un César. Yolande, je sais qu'avec ce film, vous vouliez parler du monde des... Ça va, Sergi. Fait longtemps, comme ça, directement. C'est le magicien, c'est comme dans le film, il faut des magiciens. Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter cette histoire de fiancée du poète et donc de parler de tout ce monde des faussaires qui finalement s'inventent une belle vie? C'était une image dans une revue d'art avec un faussaire qui s'appelle Shaun Greenhalgh. Et il était entouré, cette photo, c'est un gros fils entouré par ses parents. Et on voyait à côté il avait dupé les musées du monde entier. C'est ses parents qui vendaient les œuvres. Il trouvait ses fournitures au bricot d'à côté. Puis on voyait ce gros fils qui avait l'air un peu empâté. Et puis on voyait les œuvres qu'il avait fait sur le côté qui étaient pleines de finesse. Et je me dis, mais incroyable. Et puis la photo me faisait au départ penser aux des chiens. C'est parti de là, l'envie de raconter sur les faussaires. Après, je voulais pas faire un documentaire sur les faussaires. Et petit à petit, l'idée me dit, je ne dois pas faire un documentaire sur les faussaires. Ce qui m'intéresse, c'est pourquoi on triche, qu'est-ce qu'on cherche derrière ça. Et on cherche toujours à embellir sa vie, à la rêver. Voilà, donc c'est une femme qui revient à la maison de ses parents 40 ans après et qui, pour survivre, prend des locataires. Quelle équipe Esteban. Lui, c'est mon ancien... Et le fameux poète. Alors, lui, c'est mon ancien amant voilà. Que je retrouve 40 ans plus tard. Oui, un faux poète. Thomas Guy, voilà. Et alors, ça, c'est le mari de ma soeur que j'ai connu. Voilà, et qui vous aime bien. Il y en a d'autres qui ne sont pas là. Monsieur. Toi, tu étais le beau-frère. Le beau-frère, mais qui est plutôt sympathique par rapport plutôt sympathique. Oui. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que ça fait de retravailler avec Yolande, réalisatrice, le temps de ces scènes-là? Qu'est-ce que ça fait de retravailler avec Yolande, réalisatrice? Bon, ça fait du plaisir parce que, mais en même temps, on s'est jamais quitté tout à fait avec Yolande depuis une trentaine d'années qu'on se connaît. Donc, il y a eu des spectacles ensemble, mais il y a eu la vie qui a continué et une amitié qui a perduré parce qu'on s'aime beaucoup, je crois. Ça et se donc, voit. c'était un plaisir et un honneur quand elle m'a proposé de faire cette scène-là où des personnages, 30 ans après, se souvenaient de ce qu'ils avaient été et qui continuaient à avoir une relation ensemble. Et c'est un plaisir. Quoi dire d'autre? Sergi, ce personnage de vrai faux poète au grand cœur, quand Yolande vous le propose, à part le fait que ce soit Yolande qui vous le propose et qui fait qu'on a envie de dire oui instantanément, mais qu'est-ce qui vous a séduit? Mais je crois qu'il n'y a pas à part. C'est tout. Ouais. C'est Yolande. Parce que, enfin, moi je connaissais pas Yolande personnellement, mais j'avais des liens. Je sais pas comment dire. C'est un peu bizarre quand dans la vie, il y a des gens, des cinéastes ou des artistes ou des musiciens ou des gens que tu sais pas pourquoi, tu as l'impression que t'interpelle un peu la même famille ou. Et pour moi, il n'y a pas à part. Enfin, le scénario il était super, le rôle il est super, mais le plaisir de jouer, cette idée aussi de jouer sans complexe, tu vois, de s'abandonner un peu, de jouer, d'avoir le plaisir de partager ça et d'inventer une famille que pour moi, c'est un rêve. Donc, c'est que du plaisir, que du plaisir. Faire partie de cette famille aussi. Pour vous. Toi, tu fais partie de cette famille aussi. Non, j'ai traduit à l'espagnol. Merci. Donc, de jouer ce jeune faussaire, justement, et de jouer sous la direction de Yolande, c'est la même chose. Quand vous lisez le scénario, vous le découvrez, qu'est-ce que vous dites quoi? Vous dites pareil, c'est chouette, je vais faire partie de cette famille-là. Oui, moi j'avais très envie de faire partie de ce film. Moi j'ai rencontré Yolande pendant des essais. C'était une séance de travail où on a appris à se connaître, à se rencontrer. Et j'ai tout de suite senti quelque chose de très agréable. Et tout de suite après, j'avais vraiment très envie de faire partie de cette histoire. Et voilà, je suis très heureux de faire partie de toute cette bande-là avec tous ces acteurs que
que j'aimais beaucoup de base et que j'ai appris à encore plus apprécier. Parce qu'il y a un autre faussaire qui est assez bien, un vrai faux américain dans le film. Vraiment voilà. Ah oui, c'est vrai, je joue un Turc. Ouais. Mais moi, contrairement à Thomas, Thomas qui n'a pas passé de casting, hein, il était directement embauché. Et ben moi, j'ai passé un casting, je me suis fait virer du casting, je l'ai pas eu le rôle. Et puis au final, le mec qui devait jouer mon rôle, il s'est fait remplacer dans des circonstances cheloues. Et du coup, je l'ai remplacé au pied levé et j'ai forcé Yolande à me réembaucher. Je veux dire qu'en revoyant les essais avec lui, avec Julie Salvador, la productrice, on était écroulés de rire. Je cherchais au départ quelqu'un qui chante très juste. Quand tu es arrivé sur le mi, tu partais faux. Non, laisse-moi terminer. Mais après, dans le film, je dis, bon, tu vas jouer faux. Tu ne joueras pas de la guitare. Je veux jouer de la guitare. Non, tu ne joueras pas de la guitare. Tu joueras du tambourin. Et finalement, j'ai joué de la guitare quand même. Et même, j'ai tellement bien bossé que tu m'as dit, tiens, on va désaccorder ta guitare. Mais... C'est vrai. Merci à tous les 6. Le film sort le 11 octobre. Il est en compétition et c'est un bonheur. Vraiment, merci d'être passé sur ce tapis bleu et merci pour la beauté de ce film. Ah oui, il y a Yves. Yves qui est là. Jean-Pierre qui a fait le mixage du film. Il y a des gens qui ne veulent pas venir. Le couteau cuisse, le couteau suisse du film. Obligé sur la photo. Voilà. Et dans le film, on retrouve aussi Grégory Gadebois et William Scheller qui fait ses débuts. Benoît, il y a d'autres jeux. Merci mille fois pour la dernière photo. Et voici une nouvelle équipe qui arrive sur le tapis bleu. Le réalisateur Nadir Moknesh et le titre qui est sans doute le plus beau des titres des films en compétition, L'air de la mer en libre. Nadir est au milieu et il sera accompagné de ses comédiens. Zaya Dehar, Kenza Fortas, c'est une révélation. Youssouf Abiayad, qui jusqu'ici avait fait du théâtre en compagnie de Christophe Honoré. C'est la première fois qu'on le voit sur grand écran. Cette histoire de mariage arrangé entre un jeune homme qui a du mal à avouer son homosexualité à ses parents et une jeune femme qui a du mal, elle, à se remettre d'un grand amour avec un dealer. Et c'est leurs parents qui arrangent ces mariages. Merci d'être sur ce tapis bleu. Merci Comment se beaucoup. passe Angoulême jusqu'ici? C'est magnifique, je suis un homme heureux. Et puis j'ai mes actrices, elles sont là, elles sont magnifiques. Venez autour de moi. L'acteur principal, Youssouf, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce film-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter l'histoire de ce mariage arrangé, de ce drôle de couple auquel on s'attache beaucoup? Est-ce qu'on peut parler de la première pulsion, d'un sentiment, d'un événement? Complètement. C'est une injustice. Je me suis posé la question, parce que je suis concerné, je me suis posé la question lorsqu'un jeune garçon français, arabe, gay, qui a 17 ans, qui va chercher sur un moteur de recherche, il tape, il trouve que des images pornographiques. Et je me suis dit, mais pourquoi il est condamné à trouver des images pornographiques? Pourquoi il ne pourrait pas trouver autre chose? Alors, ce n'est pas le sujet du film. Mais le film, c'est une des conséquences. Mais le film, c'est une histoire de ce jeune homme et de cette jeune fille. Exactement. C'est un moment donné de leur vie, de notre vie à chacun, c'est de prendre une décision. Est-ce qu'ils vont prendre la bonne décision ou la mauvaise décision? Et ils se marient pour des raisons que l'on verra dans le film. Et par la suite, est-ce qu'ils vont prendre la décision qui va changer leur cours de la vie? Et c'est ce que chacun de nous fait. Parfois, on regrette n'avoir pas pris la décision au bon moment. Et là, on est dans les remords, on est dans la dépression. Et donc, je ne dévoile pas le sujet et la fin du film. Est-ce qu'ils vont prendre la décision ou pas? Je ne sais pas. That's the question. Youssouf, c'est votre première apparition au cinéma. Moi, j'avais été bluffé par ce que vous avez fait au théâtre chez Christophe Honoré. Je suis ravi de vous voir sur votre écran. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle très complexe et en même temps passionnant de ce jeune homme qui a plein de secrets? Ce qui m'a séduit, c'est pas forcément le rôle, mais plutôt la douceur avec laquelle était écrit tout le scénario. Et finalement, il y a une sorte de violence finalement sur cette histoire qui est quand même, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Et c'est ça, je sais pas si vous le savez, mais dans certaines familles, par amour, on fait faire des choses très violentes à ses enfants, etc. Donc j'ai pas l'impression de porter un rôle dans ce film, mais plutôt l'histoire qui a traversé et cette famille
certes le personnage aussi, mais qui traverse aussi Kenza. Et voilà, si je peux répondre. Et vous, succinctement. Kenza, dans ce personnage, on a bonheur depuis Sherazade à vous retrouver à chaque fois dans des rôles différents. Et chaque fois, on est épaté. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de dire oui à Nadir? Je reviens sur ce qu'il a dit Youssouf, la douceur du scénario, et au fait aussi de changer complètement de rôle et de me voir dans un autre sujet totalement différent. Zaya, quel plaisir il y a pour vous de faire du cinéma. C'est la deuxième fois que je vous vois à l'écran après le film de Rebecca. Comment se passe le rendez-vous avec Nadir et qu'est-ce qui fait que vous lui dites bien sûr, je viens avec toi? Pour moi, j'étais complètement dans la joie quand mon agent m'a dit que Nadir Moknash l'a contacté parce que j'ai tellement rêvé devant ces films, et tellement, et dansé. Pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Nadir parce qu'il a toujours représenté des femmes arabes fortes et libres et pas soumises. Et pour moi, c'était juste un honneur de pouvoir participer à ça. Il insuffle toujours la liberté. Et c'est ça quand même dans votre cinéma. Il y a quelque chose, on tord les clichés, on fait des personnages féminins extrêmement... Il y a vraiment cette volonté-là. C'est des films politiques à leur manière. Des films politiques, c'est ce que je disais, le regard de la majorité sur la minorité. Comment la majorité regarde la minorité. Vous savez, il y a, je ne sais plus quel politologue a dit, montrez-moi comment vous traitez vos minorités, je vous dirai l'état de votre démocratie. Moi, j'essaie de défendre un peu, donc de casser les clichés et d'aller vers autre chose et de montrer un peu plus d'amour, un peu plus d'humanité. Et je suis content que Kenza parle de la femme parce que c'est important, c'est essentiel et voilà. Et vous parvenez à le faire. Le film sort le 4 octobre. Il est en compétition ici. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à mes questions et encore bravo à tous les quatre pour ces films. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Et on continue avec la compétition. Un film qui s'appelle Première affaire, un premier long métrage de Victoria Musier-Delac avec Noé Habitat. Dans le rôle principal. Alors, c'est l'histoire d'une jeune avocate qui va avoir affaire à sa toute première affaire pénale et qui va être confrontée à beaucoup de questionnements autour de est-ce qu'on peut défendre quelqu'un qui est coupable ou non, et notamment dans ses relations avec la famille. Et Noé Habitat, on l'avait vu ici notamment dans Slalom, qui avait remporté le prix des étudiants il y a 3 ans. Ma première question sera simple, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de raconter l'histoire de cette toute jeune avocate? Est-ce que c'est l'envie de se plonger dans ce milieu-là, l'envie de raconter un récit initiatique, l'envie de poser des questions sur la justice en général? Dites-moi tout. L'envie de raconter un récit initiatique, ça c'est sûr, parce que c'est vraiment le film. Après, ce que je trouve intéressant, c'est d'interroger un peu une fonction dans la société d'un point de vue intime et de rentrer dans les ressorts vraiment privés. Ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéresse toujours. Non, mais c'est ça. C'est ça que vient le... Noé, vous l'aviez, on s'est croisés lors des présentations. Vous dites ce qui était bien aussi dans ce film, c'est d'avoir un métier à jouer, ce qui n'arrive pas toujours dans ce que vous avez pu faire. Racontez-moi justement ce qui vous a séduit dans ce rôle et le plaisir à jouer, quelque chose de très concret finalement, d'être cette avocate confrontée à une affaire. Oui, tout à fait. C'était la première fois qu'on me confiait le rôle d'une jeune femme qui avait une vraie fonction dans la société et autour de laquelle tout allait se faire. Et donc j'étais très heureuse et très intéressée d'aller explorer tout ça. Alors Victoria, il faut que vous nous présentiez ce jeune homme qui est à votre gauche, parce que quand vous allez voir le film, il y a vraiment une révélation, quelqu'un d'impressionnant, c'est l'accusé dans l'histoire. Dites-nous tout et dites-nous comment vous l'avez, comment s'est passé le casting pour arriver à ce qu'il décroche ce rôle. Alors, donc, c'est Alexis Ness. C'est un casting, c'était un casting qui était ouvert aux non-comédiens. Et donc, on en a vu un certain nombre. Et c'est vrai qu'il y a eu une évidence. Parce que Alexis, pour le personnage, il fallait à la fois qu'il ait un côté un peu enfantin et en même temps quelque chose, en tout cas où moi je pouvais travailler vers quelque chose de trouble. Voilà. Et après, il est très cinégénique, donc il passe très bien à l'image et ça paraissait c'était important. Et puis après, c'était aussi un peu un pari. Et on a appris à travailler ensemble en travaillant. C'est ça. Donc voilà, on a fait. Non mais c'est vrai que le casting qu'on avait fait ensemble, j'avais passé
3/4 d'heure. Je t'avais fait répéter, répéter et tout. Je l'avais un peu testé quand même de manière... voilà, on avait commencé le travail en fait dès le casting. Vous, Alexis, comment vous avez vécu cette expérience-là, à la fois ces différents tours de casting et puis voilà, d'incarner ce personnage au jour le jour? Bah, pour un premier rôle, c'est vraiment une expérience que j'oublierai pas et une bonne expérience. Et non, c'était vraiment très agréable aux côtés de Victoria et de Noé. Victoria, on a passé énormément de temps ensemble pour parler du personnage, le comprendre, et on a réussi à construire quelque chose avec ça, quoi. C'était quoi votre plus grande angoisse? Non, ma plus grande angoisse, c'était de venir en tant que novice et de rencontrer d'autres personnes, d'essayer de faire de mon mieux et de pas réussir, quoi. Noé, quel a été le plaisir de jouer ces scènes avec lui? Est-ce qu'il y a eu qu'est-ce que vous avez aimé dans son interprétation et dans vos face-à-face? J'ai aimé sa grande spontanéité et malgré tout, il n'arrête pas de dire que c'était un novice et qu'il était terrorisé, mais j'ai trouvé qu'au contraire, il s'en sortait vraiment très bien et qu'il comprenait très vite les enjeux et puis le rôle de chacun dans l'équipe. Et puis qu'il était très généreux aussi, parce que on joue à deux en fait, donc ça demande beaucoup d'écoute et puis c'est long, c'est fatigant et il faut garder le rythme et du coup j'étais très impressionnée en fait par son interprétation. Et c'est très impressionnant vraiment. Je voulais parler du reste du casting. Pour jouer le rôle du policier, Anders Danielsen Lee, si vous avez vu Julien 12 chapitres, il était dedans, il a fait d'autres films français. Mais Oslo 31 voilà. aussi. Et qu'est-ce qui fait que vous avez envie de lui confier ce personnage? L'envie de travailler avec lui Ouais. de manière assez simple, c'est-à-dire que je suis son parcours depuis le premier film de Lucie Borlotto, j'ai vu tous ses films et je trouve que c'est un comédien qui est dense, qui est subtil, qui comprend, qui s'interroge, qui aime le cinéma français, qui aimait aussi, ça l'intéressait de tourner justement en français et qui a investi. Et voilà, et je savais que pour le personnage, qui est un personnage quand même assez trouble et ambigu, il allait apporter toutes les subtilités nécessaires. Eh bien, ça fonctionne. Merci à tous les trois d'être passés par ce tapis Merci. bleu. Merci pour Merci ce beaucoup. très beau Merci à première vous. affaire. Merci. Et puis, rendez-vous dimanche pour le palmarès. Merci beaucoup à tous les trois. Le procès Goldman, c'est donc le portrait de Pierre Goldman, qui est un activiste militant d'extrême gauche des années 70, assassiné très tôt, très jeune, en 79, dans des circonstances qui n'ont jamais été élucidées. Et là, ça revient sur un moment particulier, qui est le deuxième procès de Pierre Goldman. Cédric, je crois que c'est lire l'autobiographie de Pierre Goldman qui vous a donné envie de lui consacrer un film. Absolument. C'est pas mal. Je sais quoi pas dire de plus. Absolument. Mais voilà. Absolument. Et pourquoi ne pas raconter toute sa En vie? tout cas, ça m'a donné l'envie de faire un film sur lui. Oui. Je ne savais pas exactement lequel, mais je pensais que c'est un personnage fait pour le cinéma. Ouais. À partir de là, on pourra raconter toute sa vie et vous avez choisi de vous concentrer sur ce procès, ce deuxième procès Alors qui déjà, a eu lieu. moi, personnellement, je ne suis pas adepte des biopics. Voilà, c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Et en laissant passer le temps, parce que ça fait, mettons, une quinzaine d'années que j'ai lu son autobiographie, je pensais que ce qui m'intéressait le plus chez Goldman, c'est sa parole. C'est sa pensée, sa parole. Et je trouvais que le procès, c'était le meilleur endroit pour restituer sa parole. Et pour le personnage, vous avez donc choisi Arié, je le citais, Mortalter, qui est absolument dingue. Donc moi, je comprends quand on voit le film pourquoi on le choisit. Mais qu'est-ce qui fait? Est-ce que ça a été lui très vite, très tôt? Non. Est-ce que c'est beaucoup de casting pour La arriver seule à chose ce que j'ai résultat-là dit au producteur avant de démarrer le casting, c'est que j'ai dit je veux pas d'acteurs connus. Je veux des visages qu'on ne connaît pas, des très bons acteurs, parce que je savais que l'enjeu du film reposerait essentiellement sur le texte et les acteurs. Mais je voulais que vraiment on puisse vivre ça comme l'expérience d'un véritable procès, qu'on puisse identifier les acteurs à leur personnage et qu'on se dise pas tiens c'est tel et tel acteur Voilà, qui fait une c'est ça. performance. Donc c'était pas la performance qui était recherchée, c'était la crédibilité. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous Et présenter j'ai fait la même chose pour chacun des acteurs. Donc Arthur, J'ai choisi les acteurs qui me paraissaient les plus
les plus crédibles en fait. Voilà. Voilà, l'enjeu de crédibilité était le plus important. Alors Arthur, vous jouez le mari d'une des pharmaciennes. Le veuf. Le veuf, voilà, c'est ça. C'est quoi le plaisir qu'il y a à être dirigé par quelqu'un comme Cédric Kahn? Non, le plaisir, c'est que je crois que Cédric, c'est quelqu'un aussi qui joue, qui est acteur. Donc, en vrai, il nous laisse beaucoup de liberté. Et en fait, le dispositif de lui-même était assez impressionnant. C'est-à-dire qu'au premier jour de tournage, on se confronte à une salle remplie, comme un témoin qui vient parler devant une salle de procès. Donc c'était... En ça, on avait peu de choses à jouer à part dire le texte et juste être dans le moment présent, quoi. Lucas, même question pour vous. Vous jouez un compagnon de route, hein, c'est ça Un compagnon de route, de Pierre Belmont. Osvaldo Barretos, aussi militant, qui est son instructeur de la guérilla à Venezuela. Et je suis d'accord avec Arthur. Je pense que déjà que Cédric il est comédien et aussi qu'il aime bien les comédiens. Et ça, moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé de sentir son regard toujours bienveillant et attentif et précis. Voilà ça. Je voulais citer aussi celui qui joue Georges Kejman, qui est Arthur Harari, réalisateur, co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Palme d'Or, qui a formidablement démarré en salle. Alors, à préciser que quand je l'ai engagé, je ne savais pas qu'Anatomie d'une chute aurait la Palme d'Or. Est-ce que vous saviez je veux refaire l'histoire dans le bon sens. Est-ce que vous saviez qu'il écrivait un film qui se situait aussi dans un tribunal? C'est Même ça. pas. Et Onoda n'était pas sorti. Quand je l'ai vu dans Sibylle, le film précédent de Justine Triet, je l'ai remarqué comme ça. Je me suis dit, mais ce comédien est hyper intéressant. Je ne savais même pas qu'il était réalisateur. C'est ça, c'est fou. Et quand j'ai cherché une idée pour Kejman, c'était comme un flash. Je me suis dit, c'est lui. C'est aussi simple que ça. Et puis, il y a la volonté dans ce film, une fois encore, à part une scène d'ouverture, de rester uniquement dans le tribunal, de ne pas faire une reconstitution de l'attaque de la non, parce on aurait fait l'attaque avec Goldman, c'était lui. On aurait fait l'attaque sans Goldman, c'était pas lui. Moi, je voulais vraiment laisser le spectateur dans le maximum de questionnement possible. Et je voulais aussi que le spectateur puisse faire son chemin dans le film, son chemin de réflexion personnelle, d'intime conviction personnelle. L'idée n'était pas du tout d'imposer une conviction au spectateur. En fait, au-delà de Goldman, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de faire un film sur la justice, sur l'incroyable travail que c'est de chercher la vérité. Quel plaisir vous avez à être que réalisateur, maintenant que vous faites de plus en plus acteur. Est-ce que le plaisir au fil des films très différents que vous faites s'allergit? Moi, réalisateur, je dirais qu'il n'y a pas de plaisir. Voilà. Je dirais qu'il y a beaucoup de satisfaction, mais il n'y a pas de plaisir. Il faudrait quand même qu'une fois pour toutes les gens s'en rendent compte. Non, c'est un travail beaucoup trop intense et beaucoup trop impliquant. La question du plaisir, on n'a même pas le temps. C'est pas possible, en fait. Mais par contre, c'est une immense satisfaction. C'est vraiment la satisfaction de faire quelque chose de difficile, de vertigineux, d'un peu effrayant, et d'y arriver ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des films et puis d'être totalement responsable de l'objet, de sentir qu'on a. Et acteur, je le fais pour le plaisir. Justement pour ce plaisir que je ne peux pas avoir comme réalisateur. Eh ben, je vous remercie beaucoup à Merci. tous les trois. Et Merci. bravo pour ce magnifique procès Goldman en salle le 27 septembre. Voilà. Je reviens dans 5 minutes. Et à tout de suite pour la casquette de l'acteur et du plaisir. Alors, merci beaucoup Cédric. Et nous voilà dans la dernière ligne droite pour le tapis bleu de ce soir et la présentation du film Nouveau départ de Philippe Lefebvre. Et juste avant, nous allons pouvoir évoquer celle qui est aussi à l'affiche Nouveau départ, Karine Viard, mais dans un autre film qui s'appelle Madame de Sévigné, qui est le deuxième long métrage d'Isabelle Brocard, qui avait signé en 2011 Ma compagne de nuit. Et avant toute cette équipe, Dominique Besnéard arrive tranquillement sur le tapis bleu. Ben voilà, les gens attendent. Voilà celle que vous attendez, Karine. Donc Anna Girardot et Isabelle Brocard pour un film, t'as pas pour vu ce film. Donc Madame de Sévigné, Jamais qui, vu comme ça. son titre l'indique, grâce à parle toi. Non, c'est grâce à toi. de cette femme, cette veuve qui avait une fille très jolie et brillante et qui a voulu lui imposer un avenir contre lequel elle s'est rebellée. Karine Viard, donc doublement l'honneur ce soir. Madame de Sévigné, et puis le film de Philippe Lefebvre, Nouveau départ. Mère et fille réunies devant le photocall. Avec donc Anna Girardot qui joue cette fille rebelle et insoumise à qui Madame de Sévigné veut imposer le diktat et qui va se rebeller
et qui est marié au comte de Grignan, incarné par celui qui attend de nouveau sur le tapis bleu et qui est le réalisateur tout à l'heure dont on a parlé de Procès Goldman, qui est Cédric Kahn. Voilà, c'est le moment. Et c'est le retour, c'est le retour. Ah. Le trio vedette donc du film d'Isabelle Brocard. Ma première question sera pour vous évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de s'emparer à la fois de Madame de Sévigné, mais surtout de ce récit d'une relation compliquée mère-fille? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de parler de la relation mère-fille et à travers Madame de Sévigné? Il me semble que c'est un vrai lieu de cinéma, la relation mère-fille, et que ça n'a pas été tant exploité que ça. Je pense que ça concerne toutes les mères et toutes les filles aussi, mais je pense que c'est plus large que ça. Et la relation entre Madame de Sévigné et sa fille a donné lieu à un monument de la littérature, même si c'est pas ce qu'elle cherchait. Donc voilà, tout simplement. Puis c'est un personnage extraordinaire. Karine, incarner cette Madame de Sévigné, comment on se prépare, on lit ses écrits, on se base que sur le scénario, Non, moi je me suis basée que sur le scénario, parce que j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Et mon travail en amont, parce que j'avais envie d'arriver assez indépendante et assez libre sur le tournage, le travail en amont, ça a été vraiment de comprendre sa pensée, parce qu'il y a quand même un langage assez sophistiqué. Donc comprendre sa pensée, comprendre ce que les mots veulent dire, la signification des mots à cette époque-là, je suis affligée, voilà ce que ça veut dire, et trouver la réalité, la sève, l'élixir de tout ça pour en faire un personnage vivant et moderne, avec lequel on puisse créer des ponts aujourd'hui. Vous, Anna, ce personnage très fort de jeune fille qui veut arriver à vivre sa vie malgré sa mère, comment vous en êtes emparée aussi Disons que je me suis basée sur des ressentis aussi personnels, parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement moderne finalement dans ce récit, dans ce rapport. Il y a quelque chose d'atemporel dans leur relation. Et puis, je me suis surtout plongée dans les yeux de Karine. Et je me suis laissée porter par ma maman de cinéma. Et tout s'est très bien passé. Je comprends. Cédric, vous aviez dit que les moments de plaisir, c'est acteur. Donc, je pense que ce conte de Grignan... Ouais, alors là, c'est un peu relativisé par la perruque et les talonnettes, quand même. Ça un peu... Mais ouais, en tout cas, moi, je fais l'acteur pour m'amuser. Enfin, j'essaye que ça reste quelque chose de très ludique, un peu comme un enfant. Mais là, il y avait quand même des difficultés. Il a fallu que je sois un peu sérieux, parce qu'il y avait ce texte. Je ne pouvais pas prendre de liberté. Le costume, voilà. Enfin, il y a quand même un cadre, mais voilà, je sais pas. J'étais entouré d'actrices fantastiques. Merci à vous et à toutes les trois d'être passés par ce tapis bleu, et merci pour ce très beau film. Merci. Karine, vous restez pas très loin parce que je crois qu'un autre film vous concerne ce soir. Je vais me changer. Voilà, oui, parce que je serais gêné sinon. Je serais gêné. Et voici l'équipe du film qui est présentée ce soir en avant-première, et pour lequel, comme le disait Dominique Mester, une longue file est là près du CGR. Le film s'appelle Nouveau départ. C'est le deuxième long métrage de Philippe Lefebvre, qui tient un petit rôle, coécrit avec Maria Pourchet. Et dans les rôles principaux, nous retrouvons donc Franck Dubosc et Karine Viard, qui se connaissent depuis l'époque du conservatoire de Rouen. Et Philippe Lefebvre leur donne l'occasion de jouer vraiment pour la première fois ensemble sur grand écran. L'histoire d'un couple, le fameux syndrome du nid vide, c'est-à-dire que les enfants sont partis et il va falloir que le couple continue à vivre. Et quand Franck Dubosc va s'apercevoir que Karine Viard a des velléités de départ, il va avoir une méthode un peu particulière pour essayer de la reconquérir. Qu'est-ce qui fait que tu as envie de raconter cette histoire? C'est parler du fameux syndrome du nid vide, c'est réunir ce duo-là à l'écran pour la première fois dans Tête d'affiche. Dis-moi tout. Alors, c'était d'abord parler de ce point de départ du départ justement des enfants de la maison, et qui fait que le couple se retrouve en tête à tête, et qu'il faut, il va falloir se réinventer. Voilà, pour passer à autre chose. Voilà. On sait la place que prennent les enfants dans les discussions, dans la vie
dans la vie du couple et moi-même ayant des enfants grands, voilà, j'appréhende le départ du dernier. Et puis voilà, c'était aussi, c'était aussi l'occasion de réunir Franck et Karine, qui sont deux vieux amis. Voilà, ils sont eux amis et ce sont mes amis depuis aussi. très très Voilà, longtemps. c'est ça Voilà. qui est... Et c'est un bonheur C'est écrit, total. c'est écrit pour eux. Oui, absolument. Totalement. Ouais. Enfin, écrit pour eux en pensant à eux. Oui. Après, ils n'étaient pas obligés d'accepter, Voilà. évidemment. Mais Karine, quand vous lisez ce rôle-là, ce personnage-là de femme mariée à ce grand... Moi, Nivols, déjà, en préambule, j'adore les comédies. J'adore les comédies, mais il y en a peu qui trouvent grâce à mes yeux. Et celle-là, quand Philippe me l'envoie, je me dis « Ah merde, parce que si j'aime pas, ça va être très compliqué de dire non. » Et donc, je le lis, je l'ai lu d'une traite, j'ai adoré, je l'ai rappelé direct, je lui ai dit, je le fais. J'avais aucune raison de refuser parce que c'était pertinent, très bien écrit, très drôle, ça racontait des choses. Enfin, tout le cahier des charges était, à mon sens, parfaitement rempli. Donc, j'étais ravie et ça n'a pas fait l'ombre d'un doute. Et puis, l'idée de retrouver Franck, qui est quand même... je sais pas, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon... On se connaît depuis que moi j'ai 14 ans, lui est beaucoup plus âgé. Mais on s'est connus de 14 à 17, on arrivait ensemble, après on est monté ensemble à Paris. On a des souvenirs mais longs comme le bras, on a fait partie d'une troupe. Je sais pas, on a tellement rigolé, puis après la vie a fait qu'on s'est séparés, mais je sais pas, on se retrouve, on reprend toujours la relation là où elle est. C'est-à-dire qu'on, je sais pas, on peut s'emmerder aussi, on peut se dire des trucs, je sais pas. Vous, c'est pareil, j'imagine, Franck, savoir ce rôle-là, c'est un très beau rôle. On est très d'un personnage très attachant. Je dis exactement la même chose que Karine, en mieux. Mais non, oui, c'est tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Oui, c'est moi aussi, j'avais envie que ça me plaise, et ça m'a plu parce que Philippe, moi je l'ai connu. Toi, c'était 14 ans, lui aussi. Je les ai connus tout petits. moi, j'étais très très jeune. On s'est connus au camping. Voilà, on avait, voilà, nos parents allaient dans le même camping tous les ans. Tous les ans, et donc on se retrouvait tous les étés, voilà. Et drôle. Franck, un peu après, a commencé à parler d'un film qui s'appellerait 14 juillet, 15 août. Et je me disais bon, oui, pourquoi pas. Ouais. Et puis c'est voilà. C'est devenu camping. Bah voilà, non mais c'est l'histoire. Et ce personnage-là, cette histoire de ce mari qui veut reconquérir sa femme et qui va essayer par un moyen un peu étonnant, mais il y a quelque chose dans votre manière de jouer la comédie qui, moi, je trouve profondément attachant, plus intériorisé que d'habitude. C'est aussi ça qui me plaît. Mais ça, c'est Philippe qui m'a demandé plutôt que d'aller vers la comédie qu'on m'a vu faire beaucoup, d'aller vers la sincérité plus, et ce qui était très facile en face de Karine aussi, parce qu'il y avait la pudeur aussi, même si on se connaît très très bien, jouer en face, jouer avec Karine, pour moi, il y avait une certaine pudeur, il y avait la vraie pudeur qui existe dans ce couple-là, quoi. Puis ça m'a amené ce que je fais dans le film, oui, c'est qui est pas tout en force, tout pour être drôle, qui est là pour être dans la vraie vie. C'est un vrai rôle de vraie vie. Moi, je trouve qu'il y a aussi une qualité, et on sent que vous êtes comédien, à la fois des directions d'acteurs et de choix de tous les rôles. Je pense à Clémentine Berthe et plein d'autres. Je pense qu'il y a aussi un plaisir pour vous de caster, même certains qui n'ont qu'une scène, de leur donner quelque chose, voilà, à jouer. Parce que ça fait partie de mon désir de passer à la mise en scène, c'est d'abord de travailler avec des acteurs. Je pense que le seul vecteur qui vaille, ce sont les acteurs. Il faut toujours miser sur les acteurs. Si vous avez un décor un peu moins bien, c'est pas grave si vos acteurs sont super. Voilà, c'est d'abord toujours les acteurs. Et dans ce cas, ils sont super. Merci beaucoup, Karine. Merci Franck. Merci. Merci Philippe. Le film sort le 27 septembre et maintenant je vous laisse rentrer. C'est la fin de ce tapis bleu dans les salles. Merci. Toutes les salles sont pleines. Profitez. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. C'est la fin de ce tapis bleu du vendredi avec une dernière photo. Et bonne soirée à vous. Merci beaucoup.